Pose ta main sur ton visage. Ferme les yeux un instant et laisse tes doigts glisser sur ton front, puis sur tes pommettes, jusqu'à la ligne de ta mâchoire. La peau est chaude, mais en dessous, il y a de l'os. Un os solide, façonné il y a des dizaines de milliers d'années et qui n'a presque pas changé depuis. Ce que tu touches en ce moment n'est pas seulement ton visage, c'est un héritage. Et ce que je vais te raconter va sans doute changer la façon dont tu regardes ton propre reflet dans le miroir. On imagine souvent l'homme préhistorique comme une créature grossière, front fuyant, mâchoire massive, arcades sourcilières énormes, un air presque animal. Le cinéma et les manuels scolaires nous ont vendu cette image pendant plus d'un siècle. Et pourtant, la vérité que révèlent les ossements est bien plus troublante. Si tu croisais aujourd'hui, dans la rue, un homme ayant vécu il y a 40 000 ans, habillé comme toi, tu ne te retournerais probablement même pas. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre une chose simple. Ces hommes-là ne se voyaient jamais eux-mêmes. Pas de miroir, pas de verre poli. Juste, parfois, le reflet tremblant d'une rivière ou d'une flaque d'eau, brouillée par le courant. Leur visage n'existait vraiment que dans le regard des autres. Ils le connaissaient par le toucher, par la façon dont on les regardait, jamais en face. Et pourtant, ils ont cherché à se voir. Sur un morceau d'ivoire de mammouth vieux de 30 000 ans, quelqu'un a sculpté une silhouette féminine sans visage, la fameuse Vénus de Willendorf. Dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, un morceau d'ocre porte un motif gravé vieux de 100 000 ans, que certains chercheurs considèrent comme l'une des toutes premières tentatives humaines de laisser une trace de soi. Ce besoin de graver son visage, de le peindre, de le décorer avec des os, des coquillages, de l'ocre rouge, c'est déjà le même besoin qui te pousse aujourd'hui à te regarder dans un miroir, à te prendre en photo, à vouloir qu'on se souvienne de toi. Maintenant, la vraie question. À quoi ressemblaient réellement ces visages? Pas selon l'imagination des artistes, mais selon ce que disent les os eux-mêmes. Un crâne ne ment jamais. Chaque relief, chaque courbe est la trace d'un muscle qui s'y accrochait autrefois. Et quand les scientifiques ont commencé à étudier sérieusement les crânes anciens, ils ont eu une surprise. Il y a 300 000 ans, oui, les visages étaient de plus massifs, front bas, arcades épaisses, mâchoires lourdes. Mais entre 40 000 et 20 000 ans avant notre époque, un changement rapide s'est produit. Les mâchoires se sont affinées, le front s'est redressé, les traits se sont adoucis. Pourquoi? Parce que l'alimentation a changé. La cuisson, la fermentation ont rendu la nourriture plus tendre. Moins besoin de mâcher avec force, donc des muscles masticateurs plus fins et des os qui suivent ce changement. Regarde le crâne retrouvé à Kostenki, en Russie, vieux d'environ 40 000 ans, pommettes hautes, nez droit, menton bien marqué. Un visage presque totalement moderne. Si cet homme portait un manteau d'hiver aujourd'hui, tu passerais devant lui sans même le remarquer. Et il n'était pas une exception. Les études menées sur des dizaines de squelettes de cette période montrent une diversité de traits aussi grande que celle qu'on observe aujourd'hui dans n'importe quelle ville. Visage long et étroit, visage large, nez fin ou marqué, front haut ou plus incliné. Exactement comme dans la rue où tu vis. Alors pourquoi, pendant si longtemps, a-t-on représenté ces gens comme des brutes? La réponse ne se trouve pas dans les os, mais dans l'histoire des idées. À la fin du XIXe siècle, les premiers chercheurs qui reconstruisaient ces visages étaient influencés par les préjugés de leur époque, l'idée que le progrès était une échelle et que les peuples anciens devaient forcément se situer tout en bas, proche de l'animal. On dessinait alors des mâchoires plus lourdes qu'elles ne l'étaient réellement, des traits volontairement grossiers. On ne représentait pas ce que montraient les os, mais ce qu'on s'attendait à voir. Et cette vision biaisée, on le sait aujourd'hui, a aussi servi à justifier des théories racistes bien plus tard, en cherchant de fausses preuves d'infériorité dans les traits du visage. Ce préjugé a la vie dure. Il est encore présent dans nos films, nos dessins d'hommes préhistoriques, notre imaginaire collectif. Mais la science, elle, a rattrapé son retard. Grâce à la tomographie et aux reconstructions en 3 dimensions, on sait aujourd'hui que la majorité de ces visages anciens ressemblaient beaucoup aux nôtres. Ils vieillissaient de la même façon, portèrent des cicatrices, des grains de beauté, des rides d'expression. Il y a aussi les Néandertaliens, une autre branche de l'humanité,
disparus mais bien réels, avec qui nos ancêtres ont parfois croisé la route et parfois croisé leurs gènes. Leur visage, lui, était vraiment différent. Arcade sourcilière continue d'un bout à l'autre du front, nez large, visage projeté vers l'avant. Une architecture faciale qui a sans doute créé une distance, une méfiance instinctive entre les deux groupes lors de leur rencontre, il y a environ 35 000 ans. Et pourtant, ils se sont mélangés. Aujourd'hui encore, une petite part de ton ADN, si tu es d'origine européenne ou asiatique, porte cette trace néandertalienne. Il y a une découverte qui, plus que toute autre, résume à quel point cette histoire nous touche personnellement. Dans la grotte d'Arène Candide, en Italie, il y a environ 14 000 ans, on a enterré un enfant d'à peine 12 ou 13 ans. Son corps reposait sur un lit d'ocre rouge, entouré de centaines de coquillages percés, autrefois cousus sur une coiffe. Sur ses épaules, les restes d'une cape en plumes de hibou. Quand les archéologues ont reconstitué son crâne, ils ont découvert un visage qui aurait pu appartenir à n'importe quel adolescent d'aujourd'hui. Même pommette, même front, un début de fossette au menton. Quelqu'un, il y a 14 000 ans, a passé des heures à percer des centaines de coquillages, à rassembler des plumes rares, à préparer l'ocre, uniquement pour que le visage de cet enfant reste beau dans la mémoire des vivants. Ce n'était pas un simple geste rituel. C'était de l'amour, exprimé de la même manière que nous exprimons le nôtre aujourd'hui face à la perte d'un enfant. Et c'est peut-être ça, la vraie découverte derrière tous ces crânes et toutes ces reconstitutions. Ce ne sont pas seulement les visages qui se ressemblent à travers le temps. C'est la capacité à s'émerveiller, à pleurer un être aimé, à vouloir laisser une trace, à se reconnaître dans le regard d'un autre. Cette curiosité qui te pousse, en ce moment même, à t'interroger sur tes origines, c'est exactement la même qui a poussé un humain, il y a 100 000 ans, à graver un motif sur un morceau d'ocre, ou à décorer le corps d'un enfant avant de le rendre à la terre. Alors repose ta main sur ton visage. Ces pommettes, ce nez, ce menton, ce sont les mêmes formes qui existaient déjà il y a 40 000 ans. Chaque fois que tu te regardes dans un miroir, tu regardes en réalité un visage qui a traversé toute l'histoire de l'humanité, le froid, la faim, l'émigration, les guerres, mais aussi la joie, l'amour, la curiosité. Ce visage ne t'appartient pas seulement à toi, il appartient à tous ceux qui l'ont porté avant toi, et il ne disparaîtra jamais vraiment.